C'est bienvenue dans Politique Direct. Bonsoir Monsieur Louis Cottreuil-Régueil. Alors Bonsoir, nous allons monsieur. revenir avec vous dans un instant sur le positionnement de votre parti, le Parti travailliste, mais tout de suite je vous propose d'aborder les questions d'actualité de la semaine. Le 17e comité des signataires vient d'avoir lieu à Paris. Vous n'y étiez pas, vous étiez absent, pourquoi? Parce que je n'ai pas été invité. Et puis si j'avais été invité, j'aurais pas été. Parce que depuis le dernier comité des signataires du mois de novembre, je suis rentré en désaccord avec ce qui s'est passé à Paris. Donc, cela étant, je représente aujourd'hui une voix minoritaire, donc on n'en a pas tenu compte. Mais c'est la raison pour laquelle je n'aurais pas été à Paris pour ce dernier comité des signataires. Dans une tribune libre intitulée Rue Kanaki Libre, vous dites que depuis plusieurs années, l'aval des signataires indépendantistes, tous les comités des signataires ne servent qu'à rogner sur les dispositions a priori favorables aux indépendantistes. Absolument. Donc c'est ce que j'écris dans cet édito que j'ai signé. C'est pas très violent pour vos frères Kanak? C'est la réalité. C'est la réalité et il faut dire la vérité. Il ne faut pas chercher à ranger les choses parce que... mais c'est sans animosité, mais c'est le discours de vérité parce que depuis des années, c'est ce qui s'est passé. Tous les comités des signataires ont servi à ce que les positions des indépendantistes, et notamment sur la question des listes électorales, ces positions-là ont toujours reculé. Enfin, vous allez loin, vous parlez de la passivité des dirigeants indépendantistes qui ont fait briller par leur silence la question cruciale de l'emploi local. Alors ça, c'est pas par rapport au comité des signataires, c'est par rapport donc à la situation politique. Moi, j'estime que lorsqu'on est un dirigeant indépendantiste, on se doit d'avoir une parole forte pour dire ce qu'on pense et notamment dénoncer les flux migratoires qui n'ont jamais cessé, le problème de l'emploi des Kanaks, de l'accès au logement, et parce que je rappelle aussi dans cet édito que si nous avons signé ces premiers accords, ce sont des accords de rééquilibrage. Et les Kanaks ont signé ces accords, d'ailleurs Michel Rocard l'a reconnu, pour le partage des responsabilités institutionnelles et pour le rééquilibrage. Autre question d'actualité, Monsieur Régueil, la venue d'Emmanuel Macron en Calédonie du 3 au 5 mai. Qu'attendez-vous de cette visite présidentielle? Une déclaration, comme il a déjà fait, reconnaître que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité, et c'est quelque chose qu'il doit dire ici, parce que si le peuple kanak donc, a été victime de cette colonisation, et si le président de la République française, qui a donc colonisé notre pays, vient pour nous dire ça, je pense que beaucoup de gens seront heureux dans ce pays. Dans cette déclaration que vous rappelez, qui a été faite avant son élection en Algérie, il va plus loin. Il dit que l'Algérie, oui, il y a eu la torture, mais il y a eu aussi l'émergence d'un état de richesse, de classe moyenne, c'est la réalité. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Donc, est-ce que c'est une reconnaissance, mais il reconnaît aussi que la colonisation a apporté des lumières dans ce pays? Mais c'est exactement ce qui ressort de l'accord de Nouméa. Lorsqu'on parle des lumières et des ombres, c'est équivalent à ce qu'il dit par rapport donc à l'Algérie. Mais vous savez, on va toujours essayer de mettre en évidence les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation qui est arrivée ici. Mais rien ne pourra nous faire oublier notre histoire et tout le mal qui a été vécu par notre peuple. Et donc, ce mal-là, il sera toujours présent dans nos mémoires. Et aujourd'hui, on voit dans la situation aujourd'hui le mal de notre jeunesse, parce que quelque part, c'est en nous. Et donc, il faut à un moment donné, d'ailleurs, c'est Jean-Marie Tjibaou aussi qui le disait, il faut un exutoire. Et cet exutoire-là, c'est l'indépendance de notre pays. On va y revenir tout à l'heure. Dernière question d'actualité, Monsieur Régueil. On célébrait cette semaine la mort de Martin Luther King il y a 50 ans. Il avait déclaré cette phrase qui s'affiche « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Votre réaction? Mais c'est ce que nous avons fait, toujours. On a appris à vivre ensemble avec ce qu'on a reconnu les victimes de l'histoire, avec les Caldoches, même si dans la réalité, il y avait beaucoup de situations d'inégalité. D'ailleurs, moi j'ai vécu ça avec ma famille.
Mais on a su faire les efforts. On n'a pas attendu les accords pour parler de destin commun. On a su le faire auparavant. Et moi, j'estime qu'ensuite, par rapport à ce qui s'est passé, mettre en avant souvent ce fameux destin commun, c'était pour tromper, revenir en arrière, tromper les Kanaks. Louis Cotterêts-Regueil, comment le parti travailliste, votre parti, se positionne-t-il pour la campagne référendaire avec ses partenaires? Nous en parlons tout de suite dans Vos Convictions. Alors, la campagne référendaire va commencer incessamment sous peu, dirons-nous. Elle est déjà commencée. Elle est déjà commencée, mais la campagne officielle va aussi commencer, qui permettra d'ailleurs à chacun d'affirmer ses positions pour le 4 novembre. La question des alliances, justement, est-elle posée dans votre propre camp indépendantiste? De quelles alliances? Vous, par exemple, le Parti travailliste, avec le Rhin, avec la DUS, avec l'UC. L'existence du Rhin, c'est consécutif à la non-ouverture du FLNKS. Et donc, certains partis, certains nationalistes ont décidé de se regrouper pour se positionner par rapport à certains dossiers politiques chauds, et notamment donc sur la question des listes électorales, de la fraude électorale, et puis de l'instruction automatique des Kanaks. Donc le Rhin s'est constitué pour ça. On a vu comment que les choses se sont passées, on l'a rappelé tout à l'heure. Moi, j'ai dit les choses très clairement comme je les ai vécues. Faut pas oublier qu'en 2015, au comité des signataires, j'étais présent, y compris encore en décembre 2017, novembre 2017, j'étais aussi présent et j'ai vu comment les choses sont passées. Donc je déclare ça et je persiste et je signe, mais ça rend difficile après certaines convergences de vues. Moi, j'ai été approché par ceux qui font actuellement la caravane de la paix, justement déjà dans la campagne pour la participation au référendum. Moi, j'ai dit non, je ne participe pas, même si nous, avec Marie-Pierre Goyette, on est toujours dans le groupe UC FLNKS nationaliste, mais moi, je le dis clairement, moi, je ne suis plus en phase avec ça. Pourtant, sur RRB, M. Ouamitan déclarait récemment que vous êtes en discussion entre vous, le Rhin, la DUS, une frange de l'UC, pour vous entendre, pour dérouler l'accord de Nouméa jusqu'au bout. Vous nous confirmez ça? Vous êtes en discussion ou pas? Peut-être que certains responsables du Rhin le font. C'est pas mon cas, c'est pas le cas du Parti travailliste. Nous, on a une position très claire. Nous, ça devait être un référendum d'autodétermination. Et à partir du moment qu'on parle d'autodétermination, on évoque le droit du colonisé à l'autodétermination. C'est pas le cas. Dans le traitement des listes électorales depuis le début, la fraude électorale et les dernières dispositions qui se sont passées, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On n'a pas voulu mettre en évidence ce fait-là, le fait le fait indigène, le fait colonisé. On a considéré que tout le monde était pareil. Ça, c'est peut-être, on va dire que c'est ce qui ressort du code électoral français. Mais on est en situation coloniale. C'est pour ça qu'on est inscrit sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Je le rappelle, il faut que les gens de ce pays se souviennent de ça. Mais depuis novembre, des chantiers ont été engagés, justement, pour travailler au sein des commissions, des travaux des commissions électorales. Il y a toujours eu des contrôles de commission. Et le comité des signataires s'est déclaré satisfait de ces travaux. Mais ils sont toujours satisfaits. Ils sont toujours satisfaits, on l'a rappelé tout à l'heure. Moi, personnellement, en 2015, j'ai quitté le comité des signataires au milieu, à la mi-journée. J'ai fait entendre ma voix au dernier comité des signataires, l'avant-dernier à Paris. Moi, j'ai exprimé des désaccords, je l'ai rappelé au retour. Ça veut dire que le rapport qui va sortir le 24 juin, sur ce travail du comité des 24, vous allez le contester ? Mais il y en a toujours eu des rapports, Et en fait, quand on regarde au niveau de la réalité, il y a ce qui ressort de ces discussions solennelles et de ces partages-là, et il y a la réalité. La réalité des choses, c'est ce qu'on voit tous les jours au niveau de la société. Il y a un malaise, il y a un problème. Et pourtant, moi en 88, quand je signe l'accord Oudinot, je le mets d'ailleurs en conclusion de cet édito, je dis, j'ai voulu accompagner la démarche de Jean-Marie. Vous regrettez d'avoir signé Oudinot ? Je ne peux pas dire ça, parce que j'ai accepté. Vous dites que ça vous fait mal. Ah oui, ça me fait mal dans la manière... Il y a du regret quand on a mal quelque part. Mais je ne peux pas dire les choses autrement. On signe les choses en 88 avec beaucoup d'espoir. Moi, c'est un plus que je veux pour les... Pour un leader politique, de regretter sa signature sur un accord, c'est fort quand même. Mais bien sûr, moi je ne veux pas essayer de faire croire que tout est bien. La jeunesse kanak, c'est elle qui remplit le camp Est. Le taux de suicide des Kanaks, c'est peut-être l'un des plus grands au monde. On voit tous les jours, les jeunes, ils sont condamnés, on parle de leur incivilité, de la délinquance, etc. Mais il y a des causes à ça.
Il y a des causes Vous coloniales. l'avez bien rappelé. Revenons au référendum et au 4 novembre, hein, puisque tout le monde a cette date en ligne de mire. Votre mot d'ordre à vous, Parti travailliste, ce sera quoi? Le boycott? Ce sera d'aller voter, de s'abstenir et d'aller voter? Qu'est-ce que ce sera? Je veux déjà préciser quelque chose. Moi, dans tout ce que quand je livre une analyse, je n'utilise pas le terme boycott. Le terme boycott, on l'a déjà utilisé dans le passé, et ce n'était pas seulement le boycott, c'était le boycott actif. Dans l'esprit de beaucoup de gens, dire boycott, c'est boycott actif. Donc moi, je n'utilise pas ce terme-là. Cela étant, l'analyse que nous, on fait des choses, hein, donc à partir de ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, c'est... Donc quel est le mot que vous allez utiliser, monsieur Reguet? J'y viens. J'y viens, je vais vous l'expliquer. Donc, à partir de tout ce qu'on a fait, de ces réalités-là qu'on a vécues, nous aujourd'hui, quelle est notre vision par rapport à ce référendum que l'on ne qualifie plus, en ce qui nous concerne, de référendum d'autodétermination. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va y avoir une consultation appelée référendum, mais pour nous, à partir du moment qu'il y a la négation du peuple kanak, ce n'est pas un référendum d'autodétermination. Donc, à partir du moment qu'il y a eu cette fraude électorale qui a été validée par le politiquement clos de février 2016, qu'il n'y a pas eu l'inscription automatique de tous les Kanaks, eh bien, nous allons nous aussi faire notre campagne. On a été ouvert ce week-end, hein, on a parlé avec les gens là-bas, on leur donne rendez-vous au mois de juillet. Le Parti travailliste convoque un congrès extraordinaire au mois de juillet. Donc ça, c'est une information. Et donnera sa position à ce moment-là. À ce moment-là, et le Rhin, ce sera au mois d'août, je crois. Hein. C'est ça. Venons-en à la question, parce que cette question, elle a un libellé, elle s'affiche d'ailleurs derrière nous. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Ce libellé, il vous convient avec le mot indépendance, monsieur Reguet? Ça me fait rigoler, voir comment que les choses se sont passées. C'est devenu une dramaturgie que ce problème de la question. Mais ce mot indépendance, on a l'impression qu'il tétanise le camp indépendantiste. Pas du tout. Moi, je le revendique, cette indépendance de mon pays, je l'ai toujours dit. C'est vrai que je reconnais, hein, et d'ailleurs, j'écoutais avec attention Pierre Frogier. Plus que pleine souveraineté. Mais on est colonisé, on veut l'indépendance, voilà, ouais, c'est clair, c'est simple. Et j'écoutais Pierre Frogier qui disait, nous on voulait mettre le terme indépendance, et les indépendantistes, ils voulaient mettre le terme souveraineté, ils voulaient pas le terme indépendance. Bon, ça prête à sourire. Donc ce mot-là, cette question mérite quand même d'être claire. Ben oui, on aurait pu dire, êtes-vous pour l'indépendance ou non, mais ceux qui ont signé l'accord de Nouméa chez les indépendantistes, dès le départ, ils ont utilisé le terme pleine souveraineté. Peut-être parce que c'était pour... c'est peut-être le miel pour... vous voyez ce que je veux dire? Si on élargit un peu, il n'y a pas un paradoxe? On a l'impression que pour ce référendum, les indépendantistes redoutent la défaite et les loyalistes les conséquences de la victoire. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Il n'y a pas moyen de s'entendre? Mais moi, je l'affirme, il y aura victoire des pro-colonialistes, moi je ne les qualifie pas de loyalistes, des pro-colonialistes à cause de la fraude électorale et à cause du fait que tous les Kanaks ne seront pas inscrits pour ce référendum. C'est pour ça. Et c'est pour ça que nous, on ne qualifie pas ça de référendum d'autodétermination. C'est une consultation peut-être du peuple calédonien, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais toujours est-il que pour nous, c'est plus un référendum d'autodétermination. Donc, nous, on redoute pas. On considère la situation telle qu'elle doit être considérée. Il y a le non qui va s'exprimer d'une manière majoritaire par rapport aux raisons que je viens d'évoquer, mais c'est pas pour autant que le lendemain de cette consultation que la revendication d'indépendance aura disparu. Une dernière chose, rapidement, votre analyse de la situation de la jeunesse kanak et de sa gestion par les indépendantistes eux-mêmes, en quelques mots. Mais ce n'est pas les indépendantistes qui ont la majorité politique dans ce pays. C'est les pro-colonialistes qui ont la majorité. Mais les indépendantistes aussi, ils peuvent formuler des propositions. Mais bien entendu, et moi personnellement, vous m'avez entendu exprimer ici ma position par rapport à cette jeunesse. Vous savez, on a passé des temps et des temps à revendiquer, à se positionner, ne serait-ce que je vais vous donner un exemple. Rapidement, parce qu'on doit conclure. Quand on se mobilise tous les ans, parce qu'il n'y a pas de place dans les collèges avec l'UGPE, parce qu'il n'y a pas de place au BTS, etc.,
c'est déjà une élimination de la jeunesse. Quand cette jeunesse-là, elle ne peut pas aller à l'école, à un moment donné, ne vous étonnez pas, hein, c'est ce que j'ai dit au Congrès d'ailleurs, quand on a débattu. Au Congrès où on vous voit moins en ce moment. Hein. Oui, on ne siège pas depuis qu'on est revenu d'un comité initiateur, mais j'avais dit au Congrès... C'est une volonté de zapper un peu les instances de démocratie? Ah, pas du tout, pas du tout. On a un désaccord politique, mais on participe aux commissions sur certains rapports. Mais j'avais dit au Congrès, je voudrais terminer là-dessus. Et on finit, oui. Je voudrais terminer là-dessus. J'avais dit, quand on a évoqué ces questions-là, les bancs des procolonialistes qui hurlaient par rapport à ce qui s'appelait la délinquance, moi j'ai dit, mais de quoi vous vous plaignez ? De quoi vous vous plaignez? Vous avez créé les conditions pour qu'on en arrive là, et vous allez vous plaindre. Merci. Ils ne voient jamais les causes. Hein. Merci, monsieur Regueil, pour avoir répondu à notre invitation politique.